Bienvenue à l'espace culturel de la bibliothèque L'Orconan pour dans le cadre de la série Paroles de. Vous savez que c'est une série qui est nouvelle, qu'on a amorcée ce printemps. Il y a eu Paroles d'auteurs, il y a eu Paroles de chanteurs et ce soir, on a Paroles de conteurs pour terminer donc la saison 2015 et on est très content d'avoir, je pense, le conteur de Charlevoix pour nous parler de chez nous. Jean-Yves Bellé, que vous connaissez sûrement, que j'ai le plaisir de vous présenter. Salut Jean-Yves. Bonjour Élie. Alors ce soir, c'est très simple. On est un peu en famille et on va se raconter des personnages de Charlevoix, plus grands que nature, évidemment. Si on pense personnages, mais des personnages réels, se sont légendifiés, pour reprendre une expression bien connue maintenant de Fred Pellerin. On a Alexis le Trotteur, on a évidemment Joe Bouchard qu'on entendait au violon qui a été très marquant, on a Arthur Savard, on a Louis Grenon, notre homme fort, on a Louis Riverain, notre forgeron, il y en a Louis l'aveugle. On est capable d'en nommer tout le monde, on en connaît au moins un, mais on a d'autres personnages aussi, grandeur nature, qui ont marqué les villages à gauche, à droite dans Charlevoix, qui sont peut-être pas reconnus internationalement, nationalement ou ailleurs de nos frontières, mais qui ont été marquants pour nos villages. Puis Jean-Yves, ce qui est le fun d'avoir un porteur de tradition vivant avec nous, c'est qu'il les a connus, ces gens-là, puis il est capable de nous en parler. Donc, c'est un peu ça. Ce soir, on va se promener dans cet univers-là de gens et de lieux marquants. Puis si, en cours de route, vous avez envie d'interagir avec nous puis avec Jean-Yves, en posant des questions ou en vérifiant des anecdotes, des oui-dire, des rumeurs, c'est le temps, c'est une soirée de contes, on va aller là-dedans. Donc, peut-être juste pour lancer le bal, Jean-Yves, un conteur pour toi, c'est parce qu'on te connaît en tant que chanteur, mais un conteur, c'est quoi? Ça, c'est la question à me poser en partant. Ah, mon Dieu. D'abord, premièrement, un conteur, il faut que tu te méfies de ça un peu. OK? Il peut dire des grandes vérités, là, des choses absolument vraies, puis des fois, il va glisser un peu. Hein? Avec l'imagination, on l'emporte des fois, puis il va dire peut-être des petites faussetés, mais moi, personnellement, j'en fais jamais. Là. Non, je dis ça pour les auteurs, pour les conteurs, mais moi, non. Moi, c'est juste du vrai que je vais vous conter. Ouais. Mais je prends un maudit risque à soir, là. Parce que là, je ne sais même pas vers où je m'en vais. C'est elle c'est Élise qui va me parachuter à travers un paquet de monde, là. Un peu vous autres aussi. Puis peut-être un peu vous autres aussi. Ça, je crains ça un peu, là. Mais tout simplement, j'espère qu'on va passer un beau moment. Puis pour moi, c'est un bonheur absolu parce que je suis dans mon élément ce soir. Puis il ne faudrait pas, Jean-Yves, que tu aies déjà de l'émotion, ça va aller mal tantôt. Mais quand j'ai à parler de vous, que j'ai à parler de nous, puis je l'ai fait beaucoup, hein. J'ai commencé à 17 ans, cette aventure-là. J'ai parlé de vous partout. Partout. Partout, partout. Et on ne m'a jamais dit que je parlais de personne. On m'a toujours dit que je parlais de monde bien vivant, que c'était ma région de Charlevoix. C'est pour ça que je suis tellement amoureux de ce grand Charlevoix-là. Puis c'est vers ça que je vais aller ce soir avec tout mon cœur. Puis c'est Élise qui va me guider là-dedans. Alors Élise, je te passe vers où tu veux que je parte. Écoute, on pourrait s'en aller dans tellement de directions, parce que ça a l'air de rien, mais j'ai 2 feuilles remplies de noms, là, et de lieux. Puis ça, c'est juste de ce qui est venu rapidement, là. Ça, c'est rien, en plus de ce qu'il sait, qui ne m'a pas dit. Mais écoute, on va y aller quand même sur l'affiche. On a annoncé des noms qui sont quand même importants, je pense, pour la Malbaie, qui sont intrigants. Puis je vois même qu'on a des jeunes, fait qu'on va en profiter. Puis même moi, quand j'entends Small Pet, j'ai juste envie de rire. Je pense que c'est une expression, mais en fait, on parle vraiment de quelqu'un. OK. En fait, là, Small Pet, il y avait aussi un autre personnage dans la Grande Côte de Bellevue, pas loin du golfe. Les petits-enfants, bouchez vos oreilles un petit peu. Il s'appelait Georges la Grand-Bite. Ouais. Lui, il était gros et grand, costaud, fort, il travaillait au golf.
puis il était dehors toute la journée. OK? Et d'un. L'autre, Small Pet, il était plus feluette, grand, marchait tout le temps dans Charlevoix d'un village à l'autre. C'était pas vraiment un quêteux, mais c'est un homme qui arrêtait dans les maisons puis qui demandait de la nourriture en passant. OK? Puis il était fragile, non? Il marchait tout le temps, tout le temps. Il marchait tellement que des fois, les gens se disaient... il s'arrêtait sur le bord de la route, puis il disait, Small Pet, embarques-tu, m'allais te reconduire? Il disait, non, je suis pressé. Mais moi, ce que je trouve le fun, puis je suis content de vous en parler, c'est le contraste. Pourquoi Small Pet, Petit Pet? Puis pourquoi Georges la Grand-Pite? Ça fait bizarre. Il devait y avoir des voyeurs à quelque part. Hein? Il devait y avoir des voyeurs à quelque part. Mais c'était vraiment ça. Puis à l'époque, là, dans Charlevoix, tout le monde les connaissait, ces deux-là. Plus dans un secteur que dans l'autre, mais ce sont deux personnages qui ont marqué et dont on devrait peut-être se rappeler. Small Pet. Sans parler qu'à Grand Petit. Le Grand Petit à Capalègue. Ah, puis il y a le Grand Petit à Capalègue. Ben oui, ouais, le Grand Petit à Capalègue. C'est bien trop vrai. Alors, c'est drôle, puis ça fait partie de notre patrimoine. Et dans les contes, il y a souvent un personnage qui s'appelle Jean ou Petit Jean, puis il y a toujours une quête, puis ça finit plus, puis souvent c'est lui qui réussit à avoir la princesse au bout de ce qu'un roi, l'impossible, va lui demander, mais comme c'est un conte, en général, ça finit tout le temps bien. Des Petits Jean, on en a eu plusieurs, puis je pense qu'un des Petits Jean les plus connus, c'est Petit Jean Basile. Oui. Oui, on va en parler de Petit Jean Basile tantôt. Mais avant, là, hein, je voudrais vous dire que nous, les Québécois, on avait cette habitude-là, je ne sais pas d'où ça nous venait, mais on avait l'habitude de toujours dire, de toujours nous diminuer. Tu avais Petit Jean, regardez, Petit Jean Basile, Petit Paul Martel, puis mettez-en. On avait toujours l'habitude, cette maudite habitude-là, de se rapetisser tout le temps. Ça vient de quelque part, ça. Ça vient de loin aussi. C'était pas comme ça, là, à Pointe-aux-Alouettes, là, quand Champlain a rencontré Anada Bijou, là, hein, qui ont fait une... Oui, en 1603, qui ont fait une espèce d'alliance, là. C'était pas comme ça, là. On avait des idées de grandeur à ce moment-là. Hein? On s'en venait pour la Nouvelle-France. Mais il est arrivé la conquête, OK? Puis après ça, on s'est mis à rapetisser un peu. Hein? Puis ensuite, on nous a dit qu'un homme et une femme n'étaient grands et grandes qu'à genoux. Hein? On a vécu ça longtemps. Hein? Oui. On nous a dit ça longtemps, puis on a fini par le croire, qu'on était petits. Qu'on était petits. Alors, on s'est appelé Petit Jean, Petit Paul. Hey, même une de mes tantes, on l'appelait la Petite Marie. On avait tendance à se rapetisser. Ça a bien changé maintenant. Ça a bien changé, puis heureusement. Il est arrivé une révolution tranquille, OK, qui a brassé le cœur de tous les Québécois et de toutes les Québécoises, puis tranquillement, pas vite, on a commencé à s'apercevoir qu'on n'était pas si petit que ça. On commençait peut-être à être plus grand qu'on pensait. Petit Jean Basile, lui, il était grand. Ça commençait bien. Il mesurait 6 pieds 3, à peu près 6 pieds 4. Un homme d'une grande sagesse, tranquille, parlait peu. Il a travaillé comme débardeur au port de mer de Pointe-aux-Pics. Il était fort comme un bœuf, partait avec 2 poches de ciment sur ses épaules. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les voitures qu'ils ont aujourd'hui pour embarquer ça à bord des bateaux. Il s'est brisé le dos. Puis après ça, là, il n'a plus été capable de travailler là. Puis comme palliatif, étant donné que c'était un vieux garçon, il s'est mis à pêcher. Il gagnait sa vie avec ça. Tout le poisson qu'il prenait sur le quai de Pointe-aux-Pics à la belle époque, hein? Du caplan, puis de l'éperlan, puis du hareng, puis des pêches qu'il y avait partout le long de la côte, ici, Capalègue, Malbaie, Pointe-aux-Pics. Il y avait des belles pêches. Hein? On allait ramasser le poisson. Bien, lui, à sa manière, il a pêché toute sa vie. Puis son poisson, il le vendait aux aubergistes. C'était le fun, du beau poisson frais. Il allait porter ça aux aubergistes, puis les aubergistes offraient ça comme mets principal presque des fois à tous les touristes qui venaient nous voir, qui nous trouvaient beaux. Ils nous trouvaient beaux, mais on lui faisait manger du bon aussi. Hein? C'était plaisant. Alors lui, il a fait ça toute sa vie, tout le temps de sa vie.
Il y avait sur l'affiche aussi, puis puisque tu parles de chansons, il y a des noms qui reviennent dans certains refrains, tout ça, dont Célestin. Oh mon Dieu. C'est Célestin, Ouais, trappeur. Célestin. Un beau Célestin. moineau aussi, ça. Hein? Un beau moineau aussi. Oh oui, mais c'est tout un personnage, ça. Oh, tout un personnage, OK? Écoutez, dans Charlevoix, là, il y a des secteurs qui ont été moins favorisés que d'autres. Puis là, je sais de quoi je parle. OK? Parce que j'ai fait plein d'émissions pour prendre l'accoutumance, puis je suis allé beaucoup dans ces régions-là. Rencontrer des gens fabuleux, extraordinaires. Il y a des secteurs dans Charlevoix qui ne sont pas très favorisés, qui ont été un peu, même pas mal, abandonnés par les villages les plus importants, pour ne pas en nommer. Il y avait le Grand Fond, à une certaine époque. Moi, j'avais de la parenté là, au Grand Fond. Ma mère avait une de ses tantes qu'elle appelait ma tante Méda, la mère de Vincent, le dominicain qui a fait la gloire de Grand Fond. On en était tellement fiers. C'était un cousin de ma mère. Donc, le Grand Fond, à une époque, là, je sais, moi, j'enseignais à des enfants du Grand Fond. C'était vraiment la pauvreté qu'il y avait là. J'ai aidé beaucoup de familles en allant demander de l'aide. À cette époque-là, quand j'ai commencé à enseigner, ça a bien changé, le Grand Fond n'est plus ce qu'il était. Hein, on le sait maintenant. Mais à cette époque-là, donc, c'était un secteur qui était très défavorisé. Il y avait aussi ce qu'on appelait autrefois les 3 rangs, Sainte-Madeleine, Saint-Charles, puis Saint-Bruno. Saint-Bruno, c'était la première partie à partir d'à peu près chez Édouard Tremblay dans la première montée en s'en allant vers ce qu'on appelle la route de Sable. Okay? À droite, c'est le rang Saint-Charles, puis à gauche, c'est le rang Sainte-Madeleine, ça forme comme une espèce de Y. Ça, c'en était un secteur qui a été défavorisé pas à peu près, qu'on avait vraiment abandonné. Il s'est créé autour de cette pauvreté-là des histoires horribles, à un point tel que les gens se servaient d'une expression pour te dire, puis moi je l'ai vécu, parce qu'il y avait beaucoup de Bellés, beaucoup de Bilodeau, beaucoup de Girard, beaucoup de Godin, et c'était tous des familles honorables, autant que la mienne. Autant que la mienne. Mais parce qu'ils restaient dans un milieu défavorisé, on les appelait les routeux, sacrement. Les routeux? Oui, les routeux. Et encore aujourd'hui, à la polyvalente, les enfants, les jeunes, ils ne connaissent pas ça, hein? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est Aznavour qui a dit ça. Hein? Les jeunes aujourd'hui, à l'école, pour se faire du mal, pour s'intimider, c'est un maudit routeux. J'ai fait des démarches pour aller rencontrer les directions d'école pour leur dire « Faites-moi venir, mais vous en parlez, moi, des routeux. » Parce que j'ai enseigné 2 ans là, c'était les 2 plus belles années de ma vie. J'ai commencé là, dans l'école Chanoine-Tremblay. J'ai travaillé avec Gaétan Audette, Marie Asselin, puis une autre personne. On était 4 profs là. Gilles Lavoie. Non, pas Gilles. Il n'a pas travaillé avec moi. Gilles, non, pas là. Gilles, il a travaillé avec Félix-Antoine, mais pas à Chanoine-Tremblay. Et, écoutez, Germain Bouchard, qui me dit ça? Merci, Gaétan. Germain Bouchard. Oui, c'est ça. Écoutez, 2 années magnifiques, ça ne pouvait pas aller mieux parce que je commençais à enseigner. T'sais. Je me dis, comme on se disait dans le temps, ben, je suis dans un milieu défavorisé, si je fais des gaffes, ça ne sera pas trop grave. C'était où l'école de Chanoine? C'était juste en face de M. Joseph Godin, de l'autre côté du chemin. Maintenant, il y a des appartements là-dedans. Hein? Oui, probablement. OK. On avait 4 classes, j'en avais une. Écoutez bien. Il y avait M. Joseph Godin qui restait en face. Tu sais, le grand folkloriste, M. Joseph Potvin. Le père d'André Godin. Le père d'André Godin. OK? Ça, là, c'était une merveille de bonhomme. OK? Puis sa femme également aussi, puis son fils André qui jouait de l'accordéon. M. Godin, c'était un folkloriste incroyable. Il y avait un répertoire magnifique, puis il chantait touf, 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 touf. Puis là,
il partait, puis il nous racontait une grande histoire, puis quand une grande partie de l'histoire était passée, il recommençait. Touf, 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 touf. Ah oui, donc, voir avec moi. Touf, 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 touf. Puis, tu sais, il était shapé, le bonhomme, hein? Radio-Canada était venu avec sa grande-tante du temps. Comment est-ce qu'on les appelait? Non, il était 4, puis ils se promenaient partout dans les villages avec Clémence Desrochers, Jacques Blanchet, Gilles Vigneault. Puis ils avaient installé leur tente là où est actuellement le premier plateau. Okay? M. Godin était là avec mon oncle François Villeneuve, hein, les fameux Villeneuve, là, la famille Villeneuve que j'aime tellement. Ça, c'en était des porteurs de tradition. Hein? Alors, je reviens à mon école. Je partais des fois le vendredi, là c'était spécial, hein? On n'avait pas de règles, là. J'ai jamais été aussi libre de ma vie d'enseigner que d'enseigner là. Jamais j'étais libre comme ça. On n'avait pas d'horaire, on faisait ce qu'on voulait. La longueur de récréation, c'est nous autres qui décidaient. Puis je peux vous garantir que malgré tout ça, nos enfants, ils réussissaient en tabarnouche parce qu'il y avait des enfants intelligents là. Les petits Chiassons, Réal Tremblay est là pour le témoigner. La famille Chiasson, là, qui était dénigrée un peu à cette époque-là aussi. Hein? C'était les enfants les plus intelligents qu'il n'y avait pas. Il y avait du maudit bon monde. Et moi, le vendredi, je ne sais pas pourquoi, je les aimais, ces gens-là, puis ils le sentaient probablement. Hein? Ils venaient me porter des tartes au sucre. J'arrivais à un moment donné, j'avais un sac de beaux lièvres, là, sur le bord de... Ah oui, ça n'a pas de bon sens de la générosité que ces gens-là avaient. M. Godin m'en a compté, il m'en a parlé, puis c'est de lui-même que j'ai appris qu'il se sentait négligé par la Malbaie à cette époque-là. C'est pour ça qu'il était plus porté à venir à Pointe-au-Pic. Pointe-au-Pic était plus ouvert. Puis je vous rappelle que le manoir Richelieu, là, s'il n'y avait pas eu ces gens-là là, pour faire les jobs que les autres ne voulaient pas faire, là, il y aurait eu des moyens problèmes. Parce qu'eux autres, pour travailler, ils étaient prêts à travailler, puis ils travaillaient dans n'importe quelle condition. C'était du maudit bon monde. Alors aujourd'hui, là, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête. Ça n'existe plus, c'est plus vrai, là. C'est de toute beauté quand tu montes là maintenant. Quand tu t'en vas à l'aéroport, Sainte-Madeleine ou Saint-Charles, ça a changé beaucoup. Ces gens-là s'en sont sortis tranquillement, péniblement, mais ils méritent tout notre respect. Deuxième secteur qui était affecté, qui était un peu abandonné. Il y en avait un autre, lui, j'étais collé aux côtés, l'île aux Pots. L'île aux Pots. J'ai passé ma jeunesse là, moi, à l'île aux Pots. Hein? Ouais. L'île aux Pots. Bien là aussi, c'était un secteur de Pointe-au-Pic. Puis Pointe-au-Pic, c'était spécial parce que ça passait pour une gang de riches. Hein? À cause de ce qu'on sait sur le boulevard des Falaises. Là. Bon, il y avait les gens d'en haut qui laissaient pousser les arbres, comme disait Félix Leclerc, pour ne pas être vus. Puis il y avait ceux d'en bas qui coupaient les arbres pour voir un peu plus loin. Okay? Moi, j'étais en bas. J'allais souvent en haut parce que c'était curieux de voir tout ce monde riche-là. Puis en bas, ben, c'était l'île aux Pots. La frontière, c'était la voie ferrée. Moi, je restais d'un côté, l'île aux Pots de l'autre. Et c'est là qu'était la plus grosse concentration de chevaux dans Charlevoix. Parce que tous les cochers, pour la plupart, étaient tous là. M. Muret, M. Joseph Boudreau, puis Adélard Turcotte, puis il y en avait, puis M. Henri Harvey, qu'on appelait Thierry, garde. Thierry, on l'appelait Thierry. Lui et sa famille, hein, tous des musiciens. J'étais chez nous, moi, puis ma mère ne voulait pas trop qu'on sorte de chez nous, là, parce que quand je sortais, j'étais obligé de sortir avec mon frère Victorin. Ben oui, parce que ma mère, elle disait à Victorin, si tu n'amènes pas ton frère, tu sortiras pas. Fait que mon frère, quand je sortais avec, il était en maudit. Puis là, il me faisait faire des mauvais coups. Hein, il me faisait faire des mauvais coups. Je vous rencontrais quelques-uns si ça donne, là. Mais, oui, alors là, tout ce beau monde-là, encore une fois, quand on regarde là aujourd'hui, c'est plus un quartier défavorisé. OK? Puis il y avait aussi Sagard, à Saint-Siméon. Pourquoi il appelait ça l'île aux Pots? L'île aux Pots, bien, c'est bien pas compliqué. C'est qu'avant qu'il y ait des gros systèmes d'aqueduc et d'égouts comme on a aujourd'hui, puis qu'on se ruine à payer tout ça, là, OK? Bien, eux autres, là, ils n'avaient pas. Fait que pendant l'hiver, c'était avec... Ils faisaient dans le pot.
Puis, aux côtés de la galerie, il y avait un gros corps, j'appelais ça un corps, là. Ils mettaient leurs affaires dedans, puis au printemps, quand ça dégelait, bien, ils allaient mettre ça dans le champ ou dans le jardin. Oui, oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils appelaient ça l'île aux pots. Aujourd'hui, c'est anobli, là, aujourd'hui. Hey, la rue La Fontaine, aujourd'hui. La rue Laurentide, aujourd'hui. Un peu, là, on ne parle plus de rien, là. Alors, c'était des secteurs, donc, qui étaient... Puis Sagard, eux autres, hein, ils n'étaient pas loin d'un monsieur qu'on connaît tous, OK? Il travaillait pour ce monsieur qu'on connaît. Mais avant, là, avant qu'il aille s'installer dans ces châteaux, là, ces gens-là, là, ils vivaient de quoi? De forêt, de chasse, de pêche. Grand fond, forêt, chasse, pêche. La route de sable, forêt, chasse, pêche. J'arrive, là. Des fois, ça me prend du temps, mais j'arrive. Sinon, je t'aurais ramené. L'île aux pots, pas de forêt, pas de chasse, pas de pêche, mais il avait été installé là. Puis je suis certain que ça n'aurait pas été facile de le faire ailleurs, parce que ces gens-là se sentaient petits. Il avait installé, vous ne vous rappelez pas de ça probablement, il avait installé des crimes de gros conteneurs là, de pétrole brut. Oh oui, le terrain est encore là. Ils n'ont jamais donné de permis de construction pour construire là, parce que le terrain est encore contaminé par ça. En plein centre du village de Pointe-au-Pic, deux immenses. Puis je sais que René sait de quoi je parle. Puis là, j'en arrive à M. Bilodeau. Célestin. OK? Comment je l'ai connu? Mon père m'en a parlé, mon oncle Richard m'en a parlé, puis tout le monde en parlait, parce que tout le monde en avait peur des Bilodeau. C'est pas compliqué. Tu sais, écoute, dans le milieu dans lequel il vivait, dans les conditions dans lesquelles il vivait, il faisait ce qu'il pouvait, puis il se battait avec le diable des fois pour se sortir de la marde, se sortir de la misère. OK? Fait qu'eux autres, c'était la chasse, la pêche, puis le braconnage. Le braconnage. Hey, je vous en compte une bonne. M. Bilodeau, Célestin, s'est fait arrêter plusieurs fois par M. de Capalègue, qui était... M. Brisson, qui était le responsable de la faune et de la flore, particulièrement de la faune illégale. Et il avait arrêté souvent, Célestin. Célestin, il passait son temps en cours. Il était toujours en cours. Il rencontrait différents juges, mais des fois, il tombait sur le même juge. Puis une bonne fois, il s'est fait arrêter par M. Brisson, puis il s'en va en cours, comme d'habitude. Fait que le juge est là, puis vous rentrez, M. Célestin Bilodeau. Il dit, pas encore vous, M. Bilodeau? Il dit, comment ça? Il dit, j'ai rien fait de mal. Il dit, moi, j'ai répondu aux commandes. Il dit, comment ça, M. Bilodeau, répondu aux commandes? Ben, il dit, les gens m'en demandent. Il dit, voulez-vous avoir des noms? Il dit, non, pas de nom, pas de nom, pas de nom, pas de nom, pas de nom. Puis c'était ces gens-là qui étaient dans le moyen, les touristes qui étaient sur le boulevard, qui demandaient de l'orignal. Puis il dit, voulez-vous des noms? Alors, M. Chaperon partait la même affaire à chaque fois. Il prenait Célestin, il l'amenait dans la prison d'en bas, là. Hein, il y avait 2 ou 3 cellules. Il rentrait dans la cellule, mais il laissait la porte ouverte. Fait que Célestin attendait que M. Chaperon parte. Puis quand M. Chaperon était parti, il retournait braconner. Alors, qu'on dise ce qu'on voudra, OK? Célestin Bilodeau, c'était quelqu'un. Mais à sa manière. Des fois, il n'était pas toujours en accord avec la loi, puis dans le fond, il fallait qu'il vive lui aussi. Jean-Yves, mon Oui. père le soignait. Il avait peur, il avait quasiment peur de mon père. Lui, mon père, il avait pas peur de celui-ci. C'est vrai? C'était rare, par exemple, ceux qui avaient pas peur. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Par contre, voyez-vous, ses fils, il y a plusieurs de ses fils qui ont eu des problèmes des fois. Puis moi, j'avais ma Miskoutine il y a plusieurs années. Hein? Je l'ai eu 4 ans, la Miskoutine. Francine est là pour en témoigner. Francine a travaillé avec nous autres à cette époque-là. Il était venu me voir, les frères Bilodeau. Il était venu me voir parce que j'avais rendu service à l'un des leurs. À un moment donné, je suis allé leur conduire ou je ne sais pas trop quoi. J'avais peut-être offert un repas à Miskoutine ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, je ne me rappelle plus trop. Il était venu me voir. Puis il y avait du Jean-Yves, bien sérieux, là.
À partir d'aujourd'hui, Jean-Yves, tu n'auras pas de problème à Miscoutine. Oh, là, j'ai commencé à en avoir, moi, des problèmes. Alors voilà pour mon ami Célestin. Oh, une dernière de Célestin. OK, t'es drôle. T'es drôle. Michel Gagnon était propriétaire de l'atelier mécanique. Aujourd'hui, c'est le garage Hermel et Léonce, mais c'est Pierre Villeneuve qui en est le propriétaire présentement. Mais dans le temps de l'atelier mécanique, moi, j'allais faire mes petits tours, comme je vais faire mes petits tours encore aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours admiré les gens qui travaillent avec l'humain, les mécaniciens particulièrement, puis les machinistes, tout ça, je trouve que ces gens-là, c'est des personnes extrêmement habiles. Fait qu'un bon matin, moi, j'avais eu plein de problèmes, là, à un moment donné, puis j'étais stressé, ça faisait un bout de temps, puis j'avais développé des hémorroïdes. On ne disait pas, je ne parlais pas de ça à personne. Mais j'arrive au garage, OK? J'arrive au garage, puis c'est une des rares fois vraiment où je l'ai vu face à face, là. Je le voyais de loin des fois. Là, je l'ai vu face à face. Je suis dans le garage, puis à un moment donné, je vois arriver un monsieur avec un maudit beau chapeau. Un beau chapeau avec une queue de renard en arrière, là, en poil d'orignal probablement. Hein? Il connaissait ça, l'orignal, lui. Des belles bottes jusqu'aux genoux, là. C'était pas tellement grand, Célestin. Pas tellement grand. Il rentre dans le garage. En rentrant dans le garage, il crie à tout le monde, « Y a-t-il des gens qui ont des problèmes? Ils ont des problèmes avec le trou de cul, c'est là! » Jésus-Marie! Moi, je n'osais pas le dire. J'ai dit, c'est qui ça? Fait que Michel était au bout de l'atelier en train de travailler. Il dit, oui, en sacrant. Il dit, oui, moi, je n'ai en... Ben, il dit, j'ai quelque chose pour toi. Il dit, comment ça? Il dit, j'ai de la graisse d'eau. J'ai de la graisse d'eau. Moi, j'écoute ça, puis je parle pas de mon problème, là. Mais mon problème, il me dérange. Fait que, il dit, j'en ai deux pots. Il dit, un gros puis un petit. Le gros, c'est 10 piastres, puis le petit, c'est 5 piastres. Je trouvais ça cher un peu. Mais j'ai dit, crif, tout d'un coup, ça marche. Fait que j'achète un petit pot à 5 piastres. Puis Michel, lui, qui était plus gravement atteint que moi, il achète le gros. Il venait de faire la pause à un mot 15 piastres de le temps de Puis pas bonjour, le zit. La première fois que je l'ai vu proche, c'est ça, là. Je ne l'ai pas revu proche après ça, je l'ai vu loin, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu plus proche que ça. Puis plus souvent que ça. Fait que j'arrive à la maison, je dis, Gisèle, c'est pas meilleur. Elle dit quoi? J'ai dit, j'ai rencontré Célestin Bilodeau. Ah! Elle dit, c'est pas vrai. J'ai dit, oui, j'ai rencontré Célestin. Puis j'ai dit, il est arrivé là avec de la graisse d'eau. Puis il dit que c'est bon pour les hémorroïdes. Elle dit, essaye-les. Seigneur. J'ai dit, si c'est pour m'enlever le stress, je suis bien prêt. Ça fait que je rentre dans la salle de bain, ferme la porte, je voulais pas que Gisèle voie ça, là. Oh, non, non, non. Gisèle, tu verras pas ça. Fait que je prends le cruchon, puis je l'essaye. Seigneur du bon Dieu. J'ai dansé là. Ah, c'est ça que ça chauffait. Pour moi, il devait y avoir du lima minor là-dedans, là. C'était efficace? Bien, ça a été efficace parce que 2 jours après, j'avais plus de problème. Sauvé vers la graisse d'eau, à Célestin. Dis la vérité. Oui. Le lendemain, il est arrivé à l'école, il disait à l'autre, il avait tout manqué. On avait perdu la parole, Bélé. Pardon? Ah non, ça faisait mal, là. Ça faisait mal. Non, mais écoutez, quand tu es compteur, tu arrives souvent à ça, parce que ça fait rire. J'étais à l'école à un moment donné, puis je trouvais que mes enfants, ils riaient pas souvent. Puis là, je faisais des tests avec eux autres pour les faire rire. Parce que le rire, c'est tellement bon, hein? C'est bon, le rire. Ça n'a pas de bon sens comme ça fait du bien. Fait qu'à un moment donné, je donnais des noms, je donnais des mots. Tu sais, table. Puis, tranquillement, je cherchais des mots, tu sais, pour arriver à brassière, bobette. Non, avant de dire bobette, je disais culotte. Puis là, les jeunes commençaient. Puis dès que j'arrivais à bobette puis culotte, là, ça riait. J'ai jamais compris pourquoi on est rendu là. Puis nous autres, est encore pareil. Hein, dès qu'on parle un peu de ça. M. Georges-Édouard Tremblay, c'est un autre beau personnage, ça, qu'on avait dans Charlevoix. Il est resté 30 ans, 35 ans à Pointe-aux-Pitres avant d'aller se réinstaller à Baie-Saint-Paul vers la fin de ses jours. C'est lui qui avait fondé ça, l'atelier école.
Il y a plein de femmes, OK, qui travaillaient là, là. Moi, je suis allé, je rentrais du bois, moi. J'avais pogné ce job-là, je rentrais du bois, puis ma sœur Denise était là, puis elle faisait du crochetage, là. Ida Harvey de Saint-Fidèle, complètement méconnue, à peu près méconnue, qui était la grande artiste, c'est elle qui reproduisait les dessins de M. Georges-Édouard Tremblay faisait des peintures sur des canevas, elle prenait la peinture, elle la transférait sur de la jute, elle mettait ça devant les filles étaient là, puis c'était silence absolu, hein. Ils travaillaient pendant des heures à crocheter ça, là. Claire Thibault, d'ailleurs. Puis Claire Thibault est la dernière qui reste, probablement, là, qui possède encore la technique de ça. Des femmes merveilleuses, ça, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier ça, ce monde-là, là. Ida Harvey, Claire, il ne faut pas oublier ça. Jean-Yves, tu parlais de feux réels, mais Ouais. puisqu'on est un peu dans l'univers du conte, puis que les feux follets, c'est quand même une tradition au Québec. On en entend beaucoup parler dans les contes. On ne fait pas exception, Charlevoix, là. Il y a même un lieu reconnu où il y a des feux follets. Mais ça, c'est pas su beaucoup, hein. Moi, je l'ai su de M. Bergeron. M. Bergeron, qui sa maison était située entre le haut de la côte de Terreforte, c'est bien important. Le haut de la côte de Terreforte, puis chez Édouard Tremblay, actuellement, là. OK? Dans ce petit passage-là, à peu près 1000 pieds, là, où ils ont fait des gros travaux, là. OK? Il y avait M. Bergeron qui était de l'autre bord. Actuellement, c'est Hortense Tremblay, la femme de Joe Tremblay, mon grand ami, qui habite la maison. OK? Il y avait une écurie en arrière, puis il y avait, bien sûr, un tas de fumier. Hein? Qui dit écurie, dit un tas de fumier. Puis c'est pas juste dans les cimetières, hein, qu'on voit des feux follets. Les feux follets, c'est une décomposition de matière organique, OK, qui émet des espèces de lueurs bleuâtres. Ouais. Peut-être du méthane, probablement. OK? Dans les cimetières, souvent, on fait toutes sortes d'histoires de fantômes, on raconte plein d'histoires dans les cimetières à cause de cela. Bien, ce phénomène-là, il se produisait là aussi, chez M. Bergeron, aux côtés du tas de fumier. Puis, dans le temps des chevaux, juste avant l'avènement des automobiles, c'est M. Bergeron qui me compte ça, les chevaux, quand ils arrivaient au-dessus de la côte de Terreforte, je ne sais pas si vous vous rappelez, la côte de Terreforte n'a pas toujours été comme elle est là, là. Elle a été asphaltée, parce que même asphaltée, elle se monte bien dur en hiver. OK? Imaginez, dans le temps, là, elle était anglaise. Il mouillait l'été, là, puis ça ne montait pas, là. Les chevaux, ils avaient une moyenne misère à monter ça, là. T'sais? Fait que quand ils arrivaient en haut, les chevaux, normalement, étaient fatigués. Mais les chevaux, là, instinctivement, quand ils arrivaient dans la haute, fatigués ou pas fatigués, ils partaient à la course, puis ils couraient à full pin jusque chez Édouard Tremblay. Parce qu'il disait, dans le temps, que les chevaux craignaient les feux follets. Les chevaux craignaient. Quand les automobiles sont arrivés, c'est comme si ça avait continué. Les gars qui montaient, ils arrivaient dans la côte, dans le haut de la côte, ils pesaient sur le champignon pour passer vite devant chez M. Bergeron jusqu'à chez Édouard Tremblay, puis après ça, ils ralentissaient. OK? On dit que, l'histoire dit que c'était parce qu'il avait peur des feux follets. Il avait peur des feux follets. C'est pas pire, hein? Alors, ça s'appelait dans le temps la passe des feux follets. La passe des feux follets. Fait que quand vous passerez là, dorénavant, vous direz, on passe dans la passe des feux follets. On va regarder s'il y en a Puis encore. checker un peu, mais il n'y a plus d'étapes, puis il n'y a plus de tas de fumier. Fait que tu as des bonnes chances de ne plus en voir. Tu parlais de chevaux. Il y a des chevaux à 3 pattes? Oh oui. Si Patrice Dufour était ici, là, il vous parlerait de son père, Camille Dufour. Hier, on s'est parlé au téléphone, puis il ne sait pas trop si... Nous autres, on dit Camille. Mais ça a l'air qu'il l'appelait Camille. Puis lui, il écrit avec 2 L. Ça se peut, hein? Il n'y a pas de faute dans un nom propre. Pas de faute. Fait que son père, il a travaillé, il a été envoyé, il était dans Charlevoix, OK? Mettez-vous à la place des pères de famille avec des grandes familles là, qui avaient plusieurs enfants puis plusieurs gars. Au départ, il partait avec un lot. 500 pieds de large par 1 000 de long. C'est ça un lot réel, hein? Un lot. 500 pieds de large, 5 arpents à peu près. Important. Alors le père, lui, quand il avait des enfants, il avait un fils, puis il voulait qu'il fasse le même job, le même travail que lui. Il séparait sa terre en deux. Ça faisait tomber à 2 arpents et demi, 2 arpents et demi. Mais après ça, là, le deuxième puis le troisième, puis c'était le même partout, là. Les terres dans Charlevoix, là, ça pleuvait pas, là. Il y en avait sur le plateau de Saint-Hilarion, il y en avait aux éboulements, dans la vallée de la rivière du Gouffre, puis dans la vallée de la rivière Malbaie.
un peu à Saint-Siméon, puis un peu à Saint-Fidèle. Mais les terres en Charlevoix, là, c'est dur dans l'astroblème de trouver des terres cultivables, là, à part de ces endroits-là que je viens de vous nommer. Alors, c'est pour ça. Les grosses familles, en 1840, qui ont formé la Société des 21, qui était 27 en réalité, là, qui sont partis pour aller fonder le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est à cause de ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont allés former le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ramène-moi, j'étais parti comment, moi, là? On voulait parler des chevaux à trois les chevaux à trois pattes. OK. Fait que M. Dufour, puis bien d'autres, qui sont allés en Abitibi pour coloniser l'Abitibi, et Dieu sait que ça n'a pas été facile, hein, ils n'arrachaient. Ils arrachaient ça avec les bœufs, les chevaux, puis c'était long avant de faire une terre neuve. Hein? Avant de faire une terre neuve. Une terre neuve, c'est quand tu as enlevé toutes les souches puis que tu cultives sur la terre nouvelle. On appelle ça une terre neuve. C'était long. Félix-Antoine Savard, lui, il était pour ça, lui, la colonisation. Il l'a fait pour les gens de Charlevoix quand il est arrivé à Clermont, comme curé de Clermont. Il a fondé Clermont. Il était d'abord vicaire à la Malbaie. Il y avait des gens qui cherchaient des endroits pour aller vivre. Puis il en a envoyé quelques-uns dans le Saguenay, mais il en a envoyé aussi en Abitibi pour coloniser l'Abitibi. Bon. Mais le problème, c'est qu'en Abitibi, là, il lui prenait des bœufs, puis ça lui prenait des chevaux. Okay? Puis les chevaux, là, la plupart du temps, l'hiver, tous les chevaux étaient dans les chantiers. Puis il y en avait des chantiers. Arthur Savard, lui, il savait, lui, qu'il y en avait des chantiers. OK? Puis dans ces chantiers-là, quand les chevaux sortaient au printemps, là, puis ils lâchaient là, dans le champ, là, ils étaient maganés en Jésus-Marie. OK? Ils étaient maganés. Ils avaient mal aux pattes. Ils avaient mangé des maudites volées parce que dans ce temps-là, des fois, les charretiers, ils se défoulaient sur le cheval. Là. S'il y avait 2 cordes de bois sorties et que le cheval restait pris, bien, qu'il allait dans le côté, ils travaillaient pour le faire sortir de là. Bien, il ne faut pas se gêner. Hein? Ils l'ont sorti avec des bouts de broche puis des bouts de chaîne. Là. Tout le monde, c'est ça. Là. Tout le monde qui a connu cette époque-là, là, il y a des chevaux qui ont mangé des moyens de voler. Par contre, il y avait des charretiers qui étaient plus doux pour leurs chevaux et qui n'avaient bien soin, puis les résultats étaient encore meilleurs. Fait que, hein, c'est discutable. Mais, quand ces chevaux-là n'avaient pas le temps de se remettre d'aplomb pendant l'été dans le champ, bien, ces gens-là, là, Monseigneur Félix-Antoine Savard et les autres qui travaillaient avec lui, ils les achetaient pas cher. Mais la plupart du temps, ils étaient blessés. Il y avait une patte, mal une patte. Patte d'en avant, patte d'en arrière, dépendant de la... Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, quand ils vendaient ça aux cultivateurs, ils ne vendaient pas cher. Eux autres, ils partaient avec ça. Puis quand ils travaillaient, bien, le cheval, il avait mal une patte, il marchait sur 3 pattes. C'est de là que vient l'expression « les chevaux à 3 pattes ». Lors de la colonisation de Charlevoix, du Saguenay, puis de l'Abitibi, les chevaux à 3 pattes. Ça, parler de ça à tous les vieux. Demandez-leur, c'est quoi un cheval à 3 pattes, puis ils vont vous le dire, la même chose que je viens de vous dire. Les chevaux à 3 pattes. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes, de gars dans cette histoire-là. Mais là, on est à la bibliothèque Laure Conan, qui était quand même quelqu'un, premier écrivain quand même. C'est pas rien de s'imposer dans ce temps-là. Et c'est pas la seule. Il y a 3 Laure, semble-t-il, pour toi, qui auraient marqué Charlevoix. Oui. Laure Conan, ça c'est sûr. Laure Conan, celui qui me l'a fait connaître, c'est Roland Gagné. Roland Gagné était amoureux d'elle, pas à peu près, là. Pas amoureux dans le sens qu'on pense habituellement, mais amoureux, il l'adorait. Il adorait cette femme-là. C'était une femme sage, une femme un peu mystique, tu sais, qui était très, très axée sur la spiritualité, puis qui a écrit Angeline de Montbrun, L'Oublié, puis tout ça, puis qui était reconnue par l'Académie française. Première femme au Canada, reconnue par l'Académie française. Puis les gens d'ici, là, on ne la connaissait pas beaucoup, parce que Radio-Canada avait fait une enquête à la porte de l'église, puis demandait aux gens d'ici, c'est qui Laure Conan? Puis la plupart du temps, les gens ne la connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui c'était. Félicité Anger, son vrai nom. Okay? Peut-être qu'elle connaissait sur son prénom. Peut-être. Mais en tout cas, l'enquête disait qu'elle n'était pas très connue dans son propre milieu. Okay? Par contre, elle connaissait un petit vicaire qu'elle ne détestait pas. Elle ne détestait pas le petit vicaire. Elle avait demandé au curé de la paroisse de la Malbaie, c'est qui ce beau petit vicaire? Ça, c'est Roland Gagné qui m'a appris ça. Roland Gagné, quand est venu le temps de démolir la maison, il s'est battu. J'ai été avec lui, je l'accompagnais. C'est pas moi qui ai fait la bagarre, mais c'est M. Roland Gagné pour sauver le bâtiment.
Aujourd'hui, tout ce qui en reste, c'est une petite plaque qui fait juste signaler Laure Conan. C'est dommage. C'est dommage. À quel endroit? Juste au côté du garage de la voirie. Petit terrain juste à côté du garage de la voirie. Ça, c'est ma première Laure. Celle-là, je vous l'encourage. Ici, notre bibliothèque porte son nom. Béni, mon Dieu, d'avoir reconnu enfin une femme de chez nous qui le méritait bien. Laure Conan. Il y a un espace spécialement réservé pour elle. Oui, madame. Je voudrais dire à tout le monde que son épitaphe funéraire là, sur le cimetière, c'est une petite plaque pratiquement effacée. Presque invisible. Et ça, je trouve ça très dommage. Oui. Alors, espérons qu'à partir de maintenant, on fera un petit plus là, pour... Bon, il faut reconnaître nos héros, il faut reconnaître nos personnes de valeur, il faut reconnaître nos ancêtres, ceux qui font qu'on est ici aujourd'hui et qu'on est si bien. T'sais. Ils ont fait des bagarres qu'on n'a pas eu besoin de faire, disons-le clairement. Là. Puis ils méritent qu'on les reconnaisse, qu'on parle d'eux. Ma deuxième Laure, c'est Laure Gaudreault, bien sûr. Laure Gaudreault, qui était la première à fonder le premier syndicat des enseignants. Moi, je suis heureux de ça, là. Et les enseignants aujourd'hui qui doivent être heureux quand elle a mis le point là, sur la table à Maurice Duplessis, puis elle a dit « ça va changer, là. Ça ne marchera plus comme ça, là. Travailler comme on travaille, nous autres, là, dans nos écoles, à 150 pièces par année, puis on peut être clairé n'importe quand par n'importe quel commissaire qui ne nous aime pas. On peut être clairé n'importe quand parce qu'on est enceinte. Elle a fait ces bagarres-là, là, Laure Gaudreault, là. Elle est un peu plus reconnue. Un peu plus reconnue. On en parle beaucoup à Clermont. À Clermont, on a fait beaucoup pour Laure Gaudreault. Puis le syndicat actuellement des enseignants, bien sûr, il y a une fondation maintenant. Elle a été reconnue. Il faudrait peut-être penser un peu plus aussi, d'en donner un petit peu plus à Laure Conan. Et ma troisième Laure, elle s'appelle pas Laure, mais c'est moi qui l'appelle Laure. Ne faites pas de saut, là. Je l'aime tellement, cette femme-là. C'est Louiselle Laure Pilote. Louiselle Pilote. Je vois des jeunes, puis je vois des arrivants, puis je vois des enseignants, puis je vois bien du monde. Je me dis, Charlevoix, c'est le pays du 6e jour, puis c'est un peu notre grande légende, ça. Oui. Puis je sais que tu la connais bien, fait que je sais pas si tu aurais peut-être envie de nous la raconter un peu. Un petit bout? Oui. Mais encore un petit bout, OK? Un petit bout. En fait, ça se résume une rencontre entre le diable et le bon Dieu. Okay. Pas compliqué. Okay? Le diable étant maudit parce que le bon Dieu le sacré d'or. Okay? Puis le diable, il est comme repentant, puis il s'en va voir le bon Dieu, puis il dit au bon Dieu, Seigneur, donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. Je vais te prouver que je suis capable de faire aussi bien que toi. Ah oui? Bon Dieu est bien assis sur son ciel, puis le diable est à ses côtés, puis il dit, garde, là. La belle petite planète bleue que tu vois là-bas, il y a une petite tache brune. Là, je n'ai pas eu le temps de finir ça, là, parce que je suis le 7e jour aujourd'hui, puis je me repose. Je suis au repos. Mais si tu veux t'essayer, regarde, il y a une petite tache brune, là. La petite tache brune, c'était Charlevoix, ça. La petite tache brune, c'était Charlevoix. Fait que le diable, il dit, ben correct, attends, m'a te prouver ça. Il s'en va, il se transporte, il arrive, sa petite tache brune, puis il regarde ça, puis il prend des roches, puis il déplace des roches, puis il déplace des roches, puis il place l'autre là, puis il place l'autre là, puis il fait ça pendant une éternité, eux autres, le temps. Ah! Pas important. Après ça, là, il regarde ça, puis il retourne voir le bon Dieu. Il dit, puis, c'est que t'en penses? Le bon Dieu dit, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi laid. Je vais te montrer, moi, comment on crée un pays comme Charlevoix. Je vais te montrer ça. Il a pogné une météorite qui passait par là. Il l'a garoché en direction de la petite tache brune. Hey, c'est arrivé à une vitesse de fou. Une vitesse de fou, c'était gros, 2 km de diamètre. C'était comme 50 bombes atomiques qui ont tombé en même place. Puis ils ont créé l'astroblème. Puis avec le temps, l'usure du temps, les glaciations, les périodes de glaciation et tout ça, c'est devenu le Charlevoix qu'on connaît aujourd'hui. Mais sais-tu que ça fait pas longtemps qu'on sait ça, hein? C'est Jean Rondeau, le grand géologue, qui est actuellement à sa retraite, qui nous a appris ça. Parce que quand il est arrivé à Saint-Gilles-de-la-Rion, il a vu un drôle de rocher bizarre. Puis il s'est demandé comment ça se fait. Donc, il y a une grande plaine laurentienne, puis subitement, ça grimpe dans les airs comme ça. Puis là, il a vu ce qu'on appelle des blocs, des shuttercones en anglais, des blocs de percussion en français. Je me suis fait reprendre, j'ai toujours dit shuttercone. Puis c'est Jean-Michel Castonguay, il me dit, Jean-Yves, c'est des blocs de percussion. J'ai dit, OK, je l'ai appris.
Ouais, il a trouvé ça bizarre. Puis là, il s'est mis à faire un relevé géologique de tout Charlevoix. Puis j'ai été un des premiers, moi, il y a 35 ans, à avoir ses travaux préliminaires avant qu'il écrive son livre sur l'astroblème de Charlevoix. L'astroblème de Charlevoix, c'est un pays magnifique. On est les seuls au monde qui vivons dans un astroblème. Les seuls au monde. Tous les enfants qui ont passé dans ma classe savaient ce que c'était l'astroblème de Charlevoix, parce que j'en étais fou. Et c'est là qu'on comprend que le Charlevoix, c'est un pays d'harmonie. Savez-vous pourquoi que Charlevoix, c'est un pays d'harmonie? Maudit m'enlever mes lunettes. OK? Alors, regardez-moi bien la face, là. Regardez-moi bien la face. Regardez-moi bien la face. Si tu regardes ma face comme il faut, le garde. On va y aller par le commencement, il y a le mont des éboulements. OK? Le mont des éboulements. OK? Après ça, tu as la vallée de la rivière du Gouffre, la vallée de la rivière Malbaie, puis ensuite la rivière Jean-Noël, puis la rivière Noire à Saint-Siméon. Puis je parle pas de mon top. Il est comme les grands jardins. OK? Il est comme les grands jardins. Ça pousse peu, puis il commence à avoir de la mousse. Là, je l'ai mis court. Mais si jamais vous voulez l'entendre au complet, la légende de Charlevoix, pays du 8e. Ah oui, ça, j'aurais dû conclure avec ça. Non, pays du 8e jour. C'est pour ça que Dieu, il se reposait le 7e, puis c'est là qu'a créé Charlevoix après en lançant de météorites, là. C'est pour ça qu'on dit que Charlevoix est le pays du 8e jour. Fait que où est ta part? Je me suis trompée, merci, j'arrive de me ramener. Si vous voulez l'entendre au complet, de toute façon, dans l'exposition permanente du Musée de Charlevoix, Appartenance, Jean-Yves la raconte, cette histoire-là. Ben oui! Dans une machine, là, avec des empêcheurs sur des pitons. Ouais, j'ai parlé de Pierre Riche aussi. Parce que la légende, à part de Pierre Riche, c'était un quêteux de Baie-Saint-Paul qui venait dans Charlevoix un peu plus, puis il était toujours en maudit parce qu'il y avait des problèmes à monter, puis à descendre, puis à monter, puis à descendre, OK? Puis il allait quêter, puis des fois, les gens le recevaient comme il faut. Pierre Riche, il disait, t'es bien que trop riche, on ne donne pas d'argent, t'en as assez comme ça. Puis d'autres places, il en donnait, puis tout ça. Mais quand il ne donnait pas d'argent, il leur jetait des mauvais sorts. OK? C'est pour ça qu'il disait, ah, les gens de Charlevoix ne sont pas comme les autres, ils ont été créés le 8e jour. Ah, voilà d'où ça part. Pierre Riche. C'est inquiété. Voyez-vous, on peut apprendre d'un plus petit que soi. Oui. Voilà. Et des conteurs, il y en a eu, même dans Charlevoix, plus récemment, parfois controversés, mais juste parce qu'ils étaient mal connus ou mal compris. Je pense entre autres à Roger Ouellet. Oh, mon Dieu. Oui, ça, c'est le meilleur, le plus grand des conteurs que j'ai rencontré. Je l'ai côtoyé beaucoup, Roger. J'ai fait des émissions de télévision avec lui. Je suis allé en montagne avec lui avec une caméra. Il avait sculpté toute la montagne de personnages de Sainte-Vierge, Saint-Joseph, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il a créé, à l'ouverture du musée, il avait créé Adam et Ève, deux personnages qui ont été très critiqués. Mais s'il serait encore là, ça n'avait pas été l'intervention de Mme Desmarais qui n'aimait pas ça. Ils les ont enlevés à cause de Mme Desmarais n'aimait pas ça. Mais ils sont encore dans le musée, à quelque part, là, dans les voûtes, là. OK? Puis moi, je l'ai connu beaucoup. Puis il m'a conté tellement de belles histoires. J'ai fait plusieurs émissions avec lui. Il n'y a pas juste moi, il y a Hervé Gobeil aussi qui l'a rencontré, mais lui, s'est enregistré. Et il m'en a conté des bonnes et des pas bonnes. C'était vraiment solide, c'était un vrai raconteur. Puis je me disais, s'il faut qu'il meure, tu sais, on perd tout ça, là. Fait que je suis allé voir le musée, les amis du musée. Je ne sais pas qui était directeur du musée à cette époque-là, puis je lui dis, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Il faut aller l'enregistrer pour garder toutes ces histoires. Et il y avait des cartables épais comme ça, là, que sa fille, Élisette, hein, c'était Élisette, là, qui a fait beaucoup là-dedans, puis elle a toujours été dans l'ombre de son père, Élisette. Tu sais, c'est Roger qui faisait les structures, mais c'est toujours Élisette qui finissait, qui enjolivait, qui finissait. Puis, il y avait eu beaucoup de peine qu'on enlève son Adam, son Ève là, du musée. Oui, son Ève. Hein? Ah oui, il y avait un beau zèbre, il y avait une girafe aussi, puis il y avait tout ça. Hein? N'empêche, là, il avait fait les sœurs Dionne, OK? Il avait sculpté les sœurs Dionne. Hein? Les sœurs Dionne, à un moment donné, il arrive des Américains, là. Encore là, Au musée?
sont exposés dans Oui, l'expo-permanente. regarde comment ils ont voyagé, les jumelles Dionne. Il y a un Américain qui arrive avec sa femme-là, puis il ne voit pas les jumelles Dionne. Il connaissait l'histoire des jumelles Dionne, parce que ça a été connu à travers le monde, ça, cette histoire-là des 5 jumelles Dionne. Puis il voit ça, puis il trouve ça intéressant. Il offre à M. Ouellet d'acheter ça. M. Ouellet, il vend. Bah, alors que ça dans son automobile, puis il amène ça aux États-Unis. Les jumelles Dionne sont rendues aux États-Unis. Ouais. Puis probablement que quelques temps après, il y a eu des remords, l'Américain. Il s'est dit, ça n'a pas de bon sens, là, je me suis emparé d'un bien qui ne m'appartenait pas. J'ai bien beau avoir de l'argent et de l'avoir payé un certain montant. Bien, croyez-le ou non, il les a ramenés, puis ils sont au musée présentement. Ma foi devant Dieu, ils sont au musée présentement. Ils sont exposés. Ils sont exposés au musée. Oui, dans l'exposition permanente. Pas pire, hein? Ah! De quelle année, ça, Jean-Yves? Les jumelles Dionne, que M. Ouellet les avait fait, oh, dans les années 80 à peu près. Oui. Les années 80, peut-être avant. Peut-être avant. Oui, je ne sais pas, j'ai pas la mémoire des dates dans les jours. Au musée, ça doit être indiqué probablement. Oui, c'est ça. Monsieur Roger Ouellet, sa femme. Ah, Éléonore! Ah, Éléonore, écoutez, on avait publié une revue d'histoire à un moment donné, je ne sais pas trop dans quelle région du Québec, qui était venue dans Charlevoix, puis tout le monde vient dans Charlevoix pour chercher des affaires, hein? Caroline. Puis il avait rencontré Roger Ouellet, bien sûr, mais il avait rencontré aussi Éléonore, pareil qu'elle était forte pas à peu près. En tout cas, elle faisait du bon pain en maudit, parce qu'à chaque fois que j'y allais, elle faisait toujours des beaux pains. Ah, Éléonore, c'était une shape de femme, elle était grosse, elle était grande, elle était forte, puis elle jouait de l'accordéon, puis elle chantait des chansons de folklore. Vraiment, vraiment, là, c'était du vraiment beau monde, là. On profite pour saluer M. Godin, qu'on a parlé tout à l'heure, qui s'est joint à nous. André! Oui. C'est toi qui es perdu, là? Un peu. Ben non, je ne suis pas perdue, c'est parce qu'il y en a tellement. Mais on va y aller avec peut-être un dernier personnage, puis une petite surprise qu'on vous réserve pour la fin. Un dernier personnage qui n'est pas nécessairement de Charlevoix, mais qui est passé comme peut-être incognito. Puis c'est Jean-Yves qui m'a appris ça quand on l'a rencontré, Dominique et moi, récemment, pour préparer la soirée. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Un Inuit qui est passé ici. Ah, ça, je vous raconte ça. Ben oui. Oui. C'est pas nécessairement trop beau. une histoire flamboyante avec Ah, une autre, mais ça non, mais ça vaut la peine. ça vaut la peine. Il s'appelait Lorenzo Lick. C'était un Inou sur la côte ouest de la baie de James. Il venait de là. Dans le même village où on a produit le film L'homme qui courait nu-pied dans les glaces. Vous l'avez vu? C'est l'histoire d'un Inou, là, puis une histoire d'amour, puis il se court sur les glaces, puis ils veulent tout le tuer, là, puis lui, il court sur les glaces nu-pied, là. Nu-pied. Puis tout nu, oui, madame. Vous l'avez vu? Ah oui, ça c'est sûr. Parce que s'il avait été habillé, vous ne m'en parleriez pas. Écoutez, c'est magnifique. Écoutez bien ça. Je suis bien tranquille chez nous, moi. Puis, je suis à ma retraite depuis un bout de temps. On a le temps de faire plein de choses, puis de ne rien faire aussi. Mais le matin, j'avais la bonne habitude d'aller marcher en arrière de chez nous. On construit un lac, là. Ah, Seigneur. Et on construit un lac. Bon, OK. C'est pas pire, on ne parlera pas de ça, c'est une autre histoire. Et on construit un lac. Je monte là, je vois une belle madame avec un monsieur que je n'avais pas l'habitude de voir. Je regarde un peu, c'est Varnouche, j'avais les yeux comme ça, le teint bronzé un peu, costaud. Je dis, bon, mais moi qui ai beaucoup de... Hein? Je vais voir, je vais devant des gens, j'ai fait ça toute ma vie. Je m'approche, bonjour madame, vous allez bien? Elle me parle en français super. Puis là, je me présente, Jean-Yves Bellé, je dis... Elle me dit, ce que vous faites ici? Il est en train de jouer dans la neige, tous les deux. Je trouvais ça bizarre. Elle dit, ah, mon Dieu, elle dit, parle-moi-en pas, monsieur. Elle dit, on devait construire des igloos au manoir Richelieu pour telle occasion. Puis en bas, la neige n'est pas bonne, fait qu'on a monté un petit peu plus haut, puis là, la neige est bonne. Puis elle dit, là, on doit construire des igloos pour les gens qui venaient pêcher dans le petit lac qu'il y avait là. OK? Il en avait fait un pour les enfants, il voulait en faire un pour les enfants, puis un pour les adultes. Ça fait que je m'approche, je dis, j'aimerais ça que vous me présentiez. Elle dit, parle pas français pantoute. Puis c'est pas grave, ça. J'ai dit, vous parlez français? J'ai dit, parlez-vous l'Inou? J'ai dit, je pense que c'est un Inou. Elle dit, oui, c'est un Inou. Mais elle dit, je parle l'Inou. Ben, c'est pas grave. J'ai dit, vous parlez l'Inou?
Ben, vous parlez, puis parlez-y en Innu. Lui, il va vous répondre, vous me reparlerez après. Fait que ça commence comme ça, en effet. Hein? Je parle à madame, la madame traduit en Innu, lui, il comprend, il répond à elle, puis elle me répond à moi. Puis là, ça se met à tourner le triangle, mes amis du bon Dieu. À un tel point là, que lui et moi, on l'avait oublié complètement. On se parlait comme si on était là. Elle a travaillé fort en Christ. Parce que lui, il avait une grande gueule comme la mienne, puis ça parlait. Moi, je voulais tout savoir de lui, d'où tu viens, tout ça. Il me disait qu'il aimait beaucoup la région, parce que ça ressemblait beaucoup à où il restait, puis tout ça. On se parle, ça fait un bon bout de temps. Mais il me regardait toujours les mains. Puis moi, j'avais un de mes chums qui était allé à Coudjouac, puis il m'avait ramené des belles mitaines faites en peau de phoque. Des maudites belles mitaines, je les ai encore, sont usées, mais je les garderai tout le temps jusqu'à ma mort. Même, j'ai dit à ma femme, même au son dans ma tombe. Non, des belles mitaines, là, chaudes. Fait que, Réal, tu sais, hein, mes mitaines, tu voulais les avoir, toi aussi. Ben, le gars, il regardait mes mitaines, puis il voulait avoir mes mitaines. J'ai dit, voyons donc, je te donnerai pas mes mitaines. Tu sais, je te donnerai pas mes mitaines, parce que lui, il était gelé des mains, il avait des petits gants de coton, là, puis il travaillait dans la neige, puis il était gelé bien dur. Je ne donne pas mes mitaines. Mais j'ai dit, je vais te donner d'autres choses. Fait que là, je suis parti, j'étais à la maison, j'ai pris un de mes CD, je l'ai mis dans ma ceinture. Je suis retourné le rencontrer. J'ai dit, regarde, je te donnerai pas mes mitaines, et j'ai dit, je vais te donner ça. Il regarde ça. Oh! Puis là, il me parle en Innu. Il y avait beaucoup dehors en Innu, il y a beaucoup dehors. Puis c'est très guttural aussi, là. Très guttural. Fait que je donne ça. Fait que c'est toujours la même chose. La femme interprète, puis nous autres, on se parle, là. Puis ça dure comme ça jusqu'à temps qu'il ait construit son igloo. Je vais le voir tous les matins, il se repogne là tous les matins. Hein? Une belle rencontre. Fait que, avant qu'il parte, avec mon CD, j'avais écrit une belle petite lettre. Puis j'avais eu le temps d'écrire un petit texte de cette belle aventure-là que j'avais vécue avec elle et lui. Voulez-vous l'entendre? Oui. OK, je vais vous faire ça. Hein? En Innu. Oh, baptême! Non, mais ils l'ont traduit en Innu. Ils l'ont traduit, mais ça, je l'ai su juste après qu'ils l'avaient traduit en Innu. OK, je vais essayer de me concentrer un peu, là. De très loin, de si près, m'est arrivé du nord un seigneur de la glace, un racé dans la place. À 2 pas de chez nous, il construit son igloo. Je lui fais mes saluts, tout de suite au début. Rares sont occasions d'échanger opinions avec homme pareil, voilà pure merveille. Des amis de chez nous l'aident à faire son igloo. Que vient faire ce sage au milieu de ma cage? Je voyage si peu. Nous voilà tous les deux, lui Innu, moi et tout. En ce temps de gazou, parce qu'il ne faisait pas bien mot. J'ai écrit ça en français, je leur ai donné ça, puis il paraîtrait qu'ils l'ont traduit en Innu. Mais je n'ai jamais eu de retour. On va se laisser avec une petite... Jean-Yves va vous l'expliquer. Ce que je peux dire, en fait, ce que j'en sais, c'est que, bon, on a parlé de Louis Riverain, c'est une chanson qui parle de forgeron, on a parlé de folkloriste, du père à M. Godin, tout ça. Et il y a les pots de vin aussi. On a parlé des Villeneuve, mais il y a les pots de vin aussi. Oui, c'est une famille avec laquelle j'avais beaucoup de liens. Je les aimais beaucoup. C'était des porteurs de traditions incroyables. Toute la famille, puis les petits-enfants, c'était pareil. Moi, j'ai connu Ulysse beaucoup. À lire, aussi à lire, qui est un auteur-compositeur extraordinaire, qui a déjà chanté au musée, qui a une belle voix. Ils ont toutes des belles voix. Il y a des ténors, des barytons, des basses dans cette famille-là, des sopranos, des femmes chantent bien. Ils chantent toutes, ça n'a pas de bon sens. En plus de M. Riverain qui joue du violon, puis ils jouent tous des instruments. C'est une famille magnifique. Puis il y en avait un dans la gang qui s'appelait Régis. Lors d'une émission que j'ai faite à un moment donné dans le rang Saint-Ours, là où tout a commencé dans le rang Saint-Ours, hein, Luc Lacourcière, Barbeau, puis j'ai fait Antoine Savard, c'est là qu'ils ont commencé à enregistrer les premières chansons de folklore. Puis c'est là qu'ils sont arrivés à Baie-des-Rochers avec M. Morneau, M. Alphonse Morneau. Puis il y a une chanson, à un moment donné, Régis Jean-Yves, il dit, j'aimerais ça, il dit de chanter une chanson de mon père. Lui, il jouait de la guitare, mais là, il dit, je lâche ma guitare. Il dit, je vais te chanter une chanson de mon père. Il dit, je ne sais pas quel âge elle peut avoir, on ne sait même pas qui l'a composée. On ne sait même pas d'où elle vient. Elle fait partie. Hein? Elle fait partie du patrimoine du Québec. Mais il dit, mon père la chantait comme on la chantait dans le temps des fêtes. Il dit,
Puis moi, je l'ai vécu. Mon oncle Edgar Bergeron de Clermont faisait la même chose. Il était un conteur terrible. Il dit, on installait une chaise, les gens se mettaient en arrière, le monsieur. Des fois, les femmes étaient magnifiques. Dans le temps des fêtes, les femmes chantaient souvent. Hein, ce sont souvent elles qui portaient la tradition des chansons. Exemple, la mère de M. Alphonse Morneau, c'est elle qui lui a tout montré, puis elle avait eu la sagesse de tout écrire. Fait que Régis, il dit, Jean-Yves, je fais un spécial. Je l'ai entendu une fois. On l'a enregistré, on l'a en banque à la TV communautaire. Mais je ne l'avais jamais entendu chanter par personne, sauf par lui, a cappella. Il n'y a pas aucune musique. Cette semaine, je fouillais dans mes affaires, puis je trouve ces 3 feuilles-là. Pendant qu'il est en train de la chanter, je sors mon crayon en vitesse, puis j'écris ça le plus vite possible, puis à mesure qu'il écrit ça, puis écrit ça, puis écrit ça, puis j'écris ça. Puis j'ai conservé les mêmes feuilles. Regardez, c'est encore les mêmes feuilles. Ah oui, sérieux, c'est les mêmes feuilles. Fait qu'il y a des places que j'ai peut-être oublié des mots, je n'ai peut-être ajouté, mais c'est pas grave. J'ai envie de lui chanter ça. A cappella, va me lâcher, Baptiste. Hein? C'est bien beau de savoir que quand tu nages, tu fais ça de même. Bon, ben, tu fais ça de même dans l'eau, mais tant que tu t'es pas mis dans le bain, tu peux pas savoir si tu sais nager, tu sais pas nager. C'est mon cas. C'est mon cas. C'est mon cas. Je pourrais montrer à nager à tout le monde, mais moi-même, j'ai de la misère à nager. C'est bizarre, hein, mais c'est ça. Mais à ce soir, je vais essayer de nager comme il faut. Je vais vous la chanter a cappella, mais vous me permettrez de prendre mes petites feuilles. OK. Dans un village, minuit sonna, un forgeron forge le fer, le long de son brasier qui rayonne, le marteau s'élève dans les airs. Il regarde sa main velue, s'accompagnant d'une chanson, en forgeant un socle de charrue pour l'approche des moissons. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons remis en liberté. Je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge le fer que pour l'humanité. Soudain, par la porte qui s'ouvre, entre une femme au teint bronzé, le long de son grand manteau qui la couvre, elle tient dans sa main un glaive brisé. Sa poitrine est toute sanglante, son front entre les sourcils. Il lui demande avec épouvante, « Femme, que viens-tu faire ici? Femme, que viens-tu faire ici? » Moi, répond alors l'étrangère, dans les sillons, je mets du sang. Reconnais-moi, je suis la guerre, et je tiens mon sabre à l'instant. Le forgeron saisit son arme et la jeta bien loin de lui. Il s'écria, sois maudite aux femmes, toi qui tuas un jour mon fils. C'est pour la paix que mon marteau travaille, loin des canons, il vit en liberté. Je maudis les armes de la guerre. Non, écoutez, il vit en liberté, à jamais soient maudits les armes de bataille. Je ne forge le fer que pour l'humanité. Je trouvais que c'était de circonstance avec tout ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.